Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc la fiche de cours donc portant sur les signaux sonores donc en seconde générale. Donc le grand 1 porte sur l'émission et la propagation d'un signal sonore. Donc un signal sonore donc est produit donc par la vibration d'un objet. Donc par exemple sur une guitare on met en vibration donc la corde au-dessus ici de la caisse. Ou alors vous avez tous vu je pense avec votre prof donc un diapason. Donc c'est un morceau de métal avec une forme un peu bizarre donc dans lequel on tape avec donc un petit marteau en caoutchouc. Donc là, on met en vibration donc cet objet, qui est le diapason, qu'on met sur la caisse de résonance, ou alors la corde ici. Donc c'est une vibration qui se propage ici de proche en proche dans un milieu matériel. Milieu matériel, c'est un milieu constitué de matière, qu'elle soit solide, liquide ou gaz, et qui doit être compressible. Compressible, c'est-à-dire qu'il peut se compresser. Puisqu'en fait ici, c'est un peu l'image qu'on donne ici pour la propagation d'une sonde, c'est une succession de compression, dilatation, ici du milieu entre l'objet ici via la caisse de résonance jusqu'à ici par exemple l'oreille. Le son ne se propage pas dans le vide pour la simple et bonne raison que dans le vide il n'y a pas de matière. Cette propagation se propage dans un milieu matériel donc avec une vitesse de propagation en mètres par seconde. Cette vitesse de propagation, donc on va la supposer constante pour pouvoir écrire la formule V égale D sur delta T, formule que vous connaissez depuis assez longtemps. Donc ici, retenez bien que c'est la distance parcourue pendant la durée de propagation. La valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore dépend notamment du milieu et de la température. Dans l'air, retenez bien qu'à 20 degrés, la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde. Donc là, quand je suis en train de parler, chaque seconde, le son que j'émets parcourt une distance qui vaut 340 mètres. Donc la vitesse du son, retenez bien, température ambiante, 340 mètres par seconde. Chaque seconde, le son parcourt 340 mètres. Autre image ici. Donc ici, on vous dit qu'un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ici, ce sont les molécules d'air. Dans l'air, il y a des molécules d'air, que ce soit du dioxygène, du diazote principalement. Pour la propagation, donc ici, retenez bien, alors moi je vous conseille de retenir 340. Dans certains manuels, vous voyez effectivement qu'ils vous donnent 345, mais ils disent de l'ordre de. Donc quand on vous demande la vitesse du son dans l'air, donnez 340 mètres par seconde, ça sera très bien. Ensuite, on voit donc ce qu'on appelle les signaux sonores périodiques. On va voir qu'en fait, les signaux sonores sont périodiques, c'est-à-dire qu'ils se répètent à intervalles de temps réguliers. Donc la fréquence et la période d'un signal sonore donc, sont reliées par la relation F égale 1 sur T. Attention, si vous voulez la fréquence en Hertz, il vous faut la période en secondes, c'est très important. Donc un signal sonore est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif. Donc là, par exemple, ici, vous avez ici un motif. Donc pour repérer un motif, qu'est-ce que vous faites quand on vous demande de repérer un motif? Il faut partir d'un point particulier et retourner, retrouver, surligner. Donc tout ce qui est donc jusqu'à ce que vous repreniez la même partie, et il faut que ça soit le plus petit possible. Donc concrètement, généralement quand vous avez un signal comme ça, vous avez tous envie d'aller partir, envoyez bien les points particuliers qui sont ici entre les maximums. Donc vous avez tout à fait le droit de partir d'un maximum, mais vous arrêtez à un autre maximum. Vous avez tout à fait le droit. Sauf qu'après, pour lire la durée de cette période, la durée de ce motif, c'est plus compliqué que si on prend un repère sur l'axe. C'est pour ça que vous verrez très souvent dans les cours des motifs qui sont pris au départ sur l'axe. C'est juste pour faciliter en fait la durée de lecture du motif, puisque ici, la durée du motif, c'est la période. Donc concrètement, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en gros, quand on vous demande de calculer la fréquence, il faut toujours repérer un motif, trouver la durée de ce motif, donc ça fera la période, la convertir en secondes, et une fois que vous l'aurez converti en secondes, vous faites 1 sur cette valeur et vous obtiendrez la fréquence en Hertz, toujours dans ce sens-là. Ensuite, on vous dit que le nombre de motifs enregistrés en 1 seconde est la fréquence du signal périodique qui s'exprime en Hertz. Ça peut être intéressant de retenir ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez ici 1 seconde, le nombre de motifs qu'il y a dans cette seconde, ça vous donne la fréquence en Hertz. Donc en gros, ça veut dire qu'ici, on voit bien que les motifs, je vais vous montrer ici. Si je reprends donc ce signal-là, par exemple, on voit bien ici qu'on a un motif, regardez bien. Le motif, je l'ai surligné ici. On voit bien que si je prends ce motif et que je le décalque, si vous voulez, je peux le mettre à la suite ici pour refaire un autre motif et je peux même en refaire un autre ici. Hop.
Donc en fait, on voit bien qu'ici, on a déjà deux motifs dans la fameuse seconde. Bon, il y en a un petit peu plus. Donc ça veut dire que là, si je veux, je vais pas faire de la précision, mais ça veut dire que je suis à peu près sûr que la fréquence, elle est comprise entre 2 et 3 Hertz. Et elle est autour de 2, allez, 2,2, 2, quelques Hertz. C'est-à-dire que de chaque seconde, vous avez 2,2 motifs qui se répètent. Donc ça, c'est pour le repérage. Donc au niveau, par exemple, sur cet autre graphique que vous avez dans la fiche de cours, si vous voulez repérer un motif, regardez bien ce que je vous disais. Dans les manuels, très souvent, ils repèrent le motif en partant de l'axe. Mais encore une fois, il y a autant de motifs possibles que d'élèves dans une salle. C'est-à-dire que vous pouvez partir généralement d'ici, vous surlignez jusqu'à ce que vous vous retrouviez au maximum. Et donc ici, hop, vous vous arrêtez en arrivant en haut. Là, vous avez également un motif. Ce motif que vous pouvez dupliquer, il n'y a pas de souci. Vous le prenez ici, pardon. Vous le prenez et vous le dupliquez pour faire ici un autre motif. Donc ça veut bien dire que vous avez trouvé le motif. Si vous arrivez à dupliquer ce que vous venez de surligner et que c'est la plus petite entité qui se répète, vous avez bien trouvé le motif. Alors ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la durée ici, cette durée-là, c'est la période. Mais je peux aussi commencer, comme ils l'ont fait ici, à partir de la période en partant d'ici. Donc là, je prends le bleu, je surligne. Alors attention, quand vous passez sur l'axe, il ne faut pas se tromper, il faut bien s'arrêter au bon endroit. Hop, là on s'arrête là. Hop. Alors attention, vous voyez bien qu'ici vous vous arrêtez à un petit domaine qui monte, donc là il faut s'arrêter. En gros, si je repartais, je repartirais sur le petit domaine qui monte ici, donc il faut bien que je m'arrête là. Et si je reprends ici ce que je viens de surligner, regardez bien, je le décalque, là je retrouve bien le suivant. Donc j'ai bien retrouvé mon motif. Donc faites-le bien comme ça. En 1, toujours trouver le motif. Ensuite, je vous conseille de le surligner. Trouvez la longueur de la période, la valeur de la période. Alors soit vous lisez directement, par exemple, sur l'axe, soit comme dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est clairement pas assez bien gradué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gradation pour lire dans l'axe, vous êtes obligé de vous taper une échelle, c'est-à-dire vous mesurez ça avec votre règle, vous me faites combien de centimètres ça fait, vous mesurez entre 0 et 1, donc vous regardez combien de centimètres ça fait, et vous faites votre proportionnalité. Dans ce cas-là, c'est pareil, on voit bien qu'ici on n'a pas d'axe de toute façon, donc on est obligé d'utiliser une échelle. Ensuite, si on revient à la feuille de cours, hop. Donc ici, on vous dit que ça c'est ce que j'ai dit, donc ça correspond au nombre de répétitions du motif, donc ça c'est ce qu'on appelle la fréquence. Retenez bien cette formule, attention, F égale 1 sur T, la période doit être en secondes pour obtenir la fréquence en Hertz. Au niveau de la perception d'un son, donc on a vu que nous, les domaines de fréquence, on est sensible à des sons qui vont de 20 Hz à 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, on est dans ce qu'on appelle les ultrasons. En dessous de 20 Hz, on est dans ce qu'on appelle les infrasons. Donc retenez bien ici, plus un son est grave, plus vous avez une fréquence ici donc qui va être faible, plus vous obtenez une fréquence élevée, plus le son est aigu. Ensuite, pour une même note jouée par deux instruments, donc par exemple si vous prenez un La 3 par une flûte et un La 3 par exemple par une guitare, les signaux ont la même période, donc la même fréquence. Donc ici, si je vous montre ici sur cet exemple-là, ça veut dire que ici, regardez bien, j'ai repéré ici une période, un motif dont la durée est une période. Si je décalque ce motif, hop, ici, hop, pardon, si je décalque ce motif-là, regardez bien, je retrouve ici le suivant, et si je vais dans le suivant, regardez bien, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque deux choses. On remarque que déjà, entre là et là, on a la même durée. Donc pour les deux signaux. Donc on a la même période. Donc s'ils ont la même période, ils ont forcément la même fréquence, vu que F égale 1 sur T. Donc ici, ces deux signaux-là ont exactement la même fréquence. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, regardez bien, j'ai superposé le motif de ce signal rouge sur le signal bleu. On voit clairement que le motif qui se répète dans le signal bleu donc n'est pas exactement le même que celui du signal rouge. Donc ici, vous aurez deux signaux qui auront la même fréquence, mais qui n'auront pas le même motif. En fait, la forme du motif qui se répète n'est pas le même. Et on va voir que ça va avoir des conséquences. Donc aussi ici que les motifs sont différents. Donc le signal sonore est alors perçu différemment. C'est-à-dire que si vous écoutez cette note-là jouée par une guitare et cette note-là jouée par un harmonica, par exemple, la même note, dans ce cas-là, vous allez percevoir les sons différemment. On dit que ces deux sons n'ont pas le même timbre.
Donc ils ont pas le même timbre, donc parce qu'en gros on joue deux sons avec la même fréquence, mais en gros quand on les enregistre, on voit bien que clairement le motif qui se répète n'a pas la même forme. Au niveau de la hauteur d'un son correspond à la fréquence du signal sonore correspondant. Donc ça veut dire que si je reprends ici, ces deux sons-là, vu qu'ils ont la même période, donc la même fréquence, ils ont la même hauteur, mais pas le même timbre. Donc ils ont la même hauteur parce qu'ils ont la même période, donc la même fréquence, et pas le même timbre parce qu'ils n'ont pas la même forme du motif qui se répète. Ici, on vous a représenté une fréquence faible. Donc fréquence faible, si vous prenez, ça veut dire que c'est une petite fréquence. Si vous prenez une petite fréquence, ça veut dire que vous avez une période qui est très grande. Donc on voit bien ici sur le signal qu'on a une période, en tout cas quand on compare les deux signaux, qui est ici une période très grande. En tout cas beaucoup plus grande qu'ici. Donc là vous avez une fréquence élevée, donc vous avez un son aigu. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Plus la fréquence est faible, plus le son est grave. L'intensité sonore est proportionnelle à l'amplitude du son, l'amplitude du signal sonore. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous criez fort, plus l'intensité sonore va être grande. Cette intensité sonore, on a vu qu'elle avait une unité qui était en watts par mètre carré. Alors le problème de cette unité-là, c'est que bon, déjà d'une, vous l'avez jamais entendu parler. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas très parlant dans le sens où quand on augmente, alors certes, l'intensité sonore est proportionnelle donc à l'amplitude, c'est-à-dire que plus l'amplitude du signal est grande, plus l'intensité sonore est grande. Mais en fait, notre oreille, nous, la perception des sons qu'on a, elle n'est pas liée à l'intensité sonore, elle est liée à ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore qui, lui, est exprimé en décibels. Et ça, les décibels, vous avez déjà entendu ça. Alors, vous avez déjà entendu ça, ne serait-ce que pour certaines campagnes de prévention sur le bruit. Donc, quelques valeurs. Le seuil de danger, 85 décibels. Le seuil de douleur, 120 décibels. Donc seuil de douleur, ça veut dire qu'en gros, vous commencez à avoir mal au tympan. Le seuil de danger, donc 85 décibels, ça veut dire qu'au-delà de 85 décibels, il faut soit avoir des protections auditives, soit pas rester exposé trop longtemps face à la source sonore. Et donc si vous êtes à 120 décibels, il faut carrément donc circuler ou alors se protéger. Mais en tout cas, sinon, ça peut vite vous faire mal. Quelques ordres de grandeur. Quand vous êtes dans un lieu calme, 30 décibels, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fond sonore. Quand vous chuchotez tout doucement, 20 décibels. Une machine à laver en cycle essorage, 60 décibels. Une cour de récréation où tout le monde est en train de s'amuser, un peu de crier, 80 décibels. Ensuite, la hauteur d'un son. On a vu qu'elle était liée à la fréquence. Plus la hauteur d'un son est grande, plus sa fréquence est élevée et plus le son est aigu. Donc plus la hauteur d'un son est grande, plus sa fréquence est élevée. Retenez que la hauteur d'un son, en fait, c'est sa fréquence. Donc plus la hauteur d'un son est grande, plus la fréquence d'un son est grande. Et donc plus le son est aigu. L'intensité sonore et le niveau sonore, ils varient donc dans le même sens, effectivement, hein, mais pas de manière proportionnelle. Donc l'intensité sonore, plus l'intensité sonore est élevée, plus donc le niveau d'intensité sonore sera grand, mais pas de manière proportionnelle, comme on l'a vu dans les activités. Au niveau de l'exposition sonore, c'est-à-dire donc l'exposition qu'on a face à un son. L'exposition sonore tient compte donc du niveau d'intensité sonore et de la durée d'exposition auquel l'oreille est soumise. Les deux paramètres sont donc effectivement le niveau d'intensité sonore, c'est un des paramètres, mais il y a aussi la durée d'exposition. En effet, il faut peut-être mieux rester, donc on va dire, 1 seconde à 105 décibels que 3h30 par exemple autour d'un marteau-piqueur. Donc il y a bien les deux grandeurs qui sont importantes et qui sont liées au niveau donc de l'exposition et de la dangerosité. Donc il y a le niveau d'intensité sonore en décibels et il y a la durée d'exposition. Les conséquences d'une exposition trop élevée peuvent être irréversibles. Vous pouvez avoir donc comme on l'a vu, les particules donc, que vous avez dans l'oreille qui peuvent être détruites de manière irréversible, c'est-à-dire sans possibilité de revenir donc à son état entre guillemets normal. Au niveau du bilan en image, donc ce bilan en image, je vais le mettre ici. Alors vous voyez quoi? Vous voyez ici qu'on vous dit que vous avez en gros là un musicien qui joue. Donc regardez bien, les micros sont à la même distance. Donc il joue avec une flûte et avec un saxophone. Qu'est-ce qu'on remarque? On dit ici que ce sont des sons de même hauteur, donc même fréquence, mais avec des timbres différents. Alors pour faire ça, pour aller visualiser ça, je suis allé donc repérer le motif ici en rouge, donc dans cet enregistrement. Et je vais aller le décalquer et le mettre sur l'enregistrement
l'enregistrement du dessous. Alors on y va, toc, donc je le prends, alors s'il ne veut pas le prendre, je ne vais pas y arriver, voilà, hop, et je le mets ici. Donc regardez bien, je le mets, alors déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Première chose intéressante, quand je les superpose, pardon, je vois bien que, regardez bien, le début ici correspond bien à la fin ici du motif, donc c'est bien pour ça qu'ils ont la même période. Ici, vous avez entre là et là, là, vous avez la période. Donc ils ont la même période, ces deux signaux. Donc s'ils ont la même période, ils ont la même fréquence. Et s'ils ont la même fréquence, ils ont la même hauteur. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand je superpose ici le motif de ce signal temporel-là par la flûte sur le signal du saxophone, on voit qu'en gros, ils ne correspondent pas du tout au niveau de la forme. Donc ils ont certes la même durée ici sur l'axe du temps, mais ils n'ont absolument pas la même forme. Donc c'est pour ça qu'ils ont des timbres différents. Donc là, les deux musiciens jouent la même note dans un orchestre, par exemple. Donc ils jouent la même note ici, à la même distance. Donc c'est pour ça que vous avez à peu près la même amplitude. Donc avec la même note, même période, même fréquence, mais pas la même forme. Donc pas le même timbre. Ici, vous avez par exemple, par contre, donc un musicien qui donc excite là ici donc un diapason. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici vous avez le micro à un endroit et vous avez le micro ici beaucoup plus loin. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait vous avez ici un signal donc qui a l'air sinusoïdal. Et ici, vous avez ici aussi un signal qui a l'air sinusoïdal. Vous remarquez tout de suite déjà que l'amplitude du signal a l'air plus faible ici. Effectivement, on a reculé le micro. Donc c'est pas anormal que l'intensité sonore ou le niveau d'intensité sonore, mais là ici, ce qui est représenté via l'amplitude, c'est le niveau sonore, l'intensité sonore, pardon, l'intensité sonore soit plus faible. Donc si ici, je vais aller décalquer ce motif, regardez bien, et je vais aller le mettre en bas. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Regardez bien, je vais vous le mettre ici sur les maximums. On voit bien qu'effectivement, hein, ici, vous avez cette durée-là qui est la même. Bon, par contre, l'amplitude est beaucoup plus élevée. Donc si l'amplitude est beaucoup plus élevée, bah, c'est pour ça qu'en gros, on dit que le son il est plus fort dans le langage de la vie de tous les jours. Donc là, je le remets, bon, en fait, si vous voulez le centrer, mais ils ont la même période. Donc là, vous avez des sons de même hauteur et de niveau d'intensité sonore différents. Donc amplitude et intensité sonore différentes. Ensuite, on vous disait, donc au niveau des fréquences, retenez bien que les sons audibles par l'être humain vont entre 20 Hz et 20 kHz ou 20 000 Hz. Plus vous vous rapprochez des fréquences élevées, plus vous êtes aigu au niveau des sons. Plus vous êtes vers les fréquences basses, plus vous êtes vers les sons graves. En dessous, nous sommes dans les infrasons, au-dessus dans les ultrasons. Et là, on vous donne quelques gammes. Donc ici, on vous donne ici, donc là, c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré. Donc watts par mètre carré, ça veut dire que c'est une puissance sonore reçue par surface. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'intensité sonore est souvent une puissance surfacique, c'est une puissance en watts par mètre carré, donc par surface. Et ici, vous avez le niveau d'intensité sonore ou niveau sonore. On fait souvent ça, c'est un peu long à dire. Et on vous donne en gros, quelques valeurs clés. Donc le seuil d'audibilité, donc 0 décibels. Un vent léger ou une chambre à coucher quand on dort, il y a toujours un petit fond sonore de 30 décibels. Une salle de classe, 70 décibels. Le seuil de risque, 85 décibels. Seuil de danger, donc 90 décibels. Après, il faut faire attention à l'exposition et le seuil de douleur. Par exemple, un avion au décollage, si vous prenez un Rafale, vous êtes à 140 décibels. Voilà, donc j'espère, allez voir aussi hein, votre manuel, page 220-221, où il y a des illustrations et des bilans qui sont aussi très bien faits. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.